tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse. Vous êtes toujours un peu plus nombreux tout au long de l'été à nous avoir rejoints sur la chaîne. On décrypte ensemble l'actualité du basket tous les matins, sans compter aussi nos podcasts hein, toutes les semaines. Et aujourd'hui, pour ce nouveau CQFR, je suis avec Shai, comme d'habitude. Maintenant, vous connaissez, c'est le ticket gagnant. N'écoutez pas quand il y a les autres, les Benjamin, les Théo, on valide pas trop. Ah, on nous a réclamé Benjamin et on a eu un commentaire. Qu'est-ce que vous avez fait de Ouais, Benjamin? Est-ce que vous c'est l'avez caché, planqué? C'est des burn alors on ne peut pas dire légalement ce qu'on a fait de Benjamin, mais ce sont des burner accounts de Benjamin qui commence, on le sait très bien. Non, Benjamin, on le retrouvera, ponctuellement, hein, tout comme Théo sur des CQFR, ça peut arriver, aussi sur des late sessions. Ou des podcasts en fait, sur n'importe quel Absolument. format, il peut y avoir de manière, ponctuelle, et Théo évidemment sur tous les podcasts. Donc voilà, donc il y a n'hésitez pas d'ailleurs à regarder, je crois qu'il y a un replay de Late Session, mais c'est pas avec Ouais, Benjamin et il y a toujours notre podcast de la semaine. Mais bref, c'est bien, on avait dit qu'on ferait clair et concis, on commence par une longue intro. Et on va commencer par un sujet qui concerne les Lakers, qui fait écho à un CQFR qu'on avait déjà fait, qui était de se demander quelle superstar les Lakers pourraient viser dans le futur. Et on apprend via The Athletic qu'en fait, les Lakers apparemment suivent Trae Young depuis un long moment et continuent de garder les yeux sur Trae Young. Trae Young, on sait justement que ça a été pendant un temps aussi une superstar susceptible de se retrouver un jour sur le marché. C'est pas complètement réglé cette histoire, mais ça a l'air quand même d'aller un peu mieux avec Atlanta. Du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu arrives à voir un futur Trae Young sous le maillot des Lakers? le fait que les Lakers suivent la situation ou soient intéressés, c'est un peu un secret de polichinelle parce que, comme à l'époque, on savait qu'ils voulaient Anthony Davis, qu'ils l'avaient ciblé pour être la prochaine star. En plus, avec les histoires d'agents en commun avec certains autres joueurs de l'équipe. Pour Trae Young, c'est la même chose. Trae Young est chez Anthony Davis et Clutch. LeBron James en compartie. Oui, voilà. Oui, voilà, ouais, je disais sans le dire, hein, c'est pas parce que sinon on va nous accuser de dire que LeBron est le shadow GM et tout ça, mais bon, c'est un peu moins le cas maintenant. Mais Trae Young est aussi dans l'agence Clutch Sport. La situation sportive de Trae Young, les conflits, les relations difficiles avec Nate McMillan, avec une partie de la direction qui avait fait fuiter les petits incidents à l'entraînement, le fait qu'il n'était pas très concerné, qu'il était individualiste. Forcément, ça agrémentait déjà un peu les rumeurs, même si dans l'immédiat, il y a pas de rumeur de trade de Trae Young, parce que ça va mieux. Avec Quinn Snyder, il a lui-même dit qu'il était heureux de cette collaboration, qu'il se voyait rester à Atlanta, tout ça. Mais par contre, cette news-là confirme que euh, c'est très possible que dans un futur relativement proche, parce que Trae Young est sous contrat jusqu'en 2026, avec player option jusqu'en 2027, c'est pas impossible que si ça ne se passe pas bien sportivement, ou que lui est un peu lassé de sa situation à Atlanta, qu'il essaye d'aller aux Lakers. C'est forcément, on est obligé d'y penser. Les histoires d'agents et tout ça, c'est pas là pour le coup, c'est pas des théories du complot. On sait que c'est intéressant pour des agents et des joueurs Bien sûr. de la même maison de se retrouver ensemble. Donc, oui, je peux totalement y croire. En tout cas, je trouve que c'est tout à fait crédible, même si c'est plus pour l'avenir. Ouais. Peut y avoir un scénario où LeBron en 2024, qu'il parte ou qu'il reste, c'est-à-dire, imaginons qu'il parte, il y a une porte ouverte, ça peut être le moment où Trae Young, à 2 ans de la fin de son contrat, peut pousser, en disant: «Bon, moi, je veux pas rester». Alors ça serait dès 2024, dès l'an prochain, il faudrait vraiment qu'il y ait un gros crash des Hawks. Je pense que ça ferait un peu un timing un peu court. Mais imaginons même, OK, donc ça peut être en 2025, 1 an avant l'expiration de son contrat, dire: «Bon, je veux partir, c'est le moment, envoyez-moi et ma destination, c'est les Lakers». Il Mhm. peut y avoir aussi une théorie où LeBron reste aux Lakers, mais pour un salaire un peu moindre et du coup, Trae Young prendrait pas juste le relais de LeBron, il jouerait avec LeBron pour 1 an où tu aurais une équipe, je sais pas, Trae Young, LeBron, Davis et Austin Reeves. Par Mhm. contre, la vraie question sur les Lakers qui veulent tous ces joueurs, c'est toujours de se demander: «Oui, mais contre qui?» Parce qu'en fait, les Lakers ont déjà épuisé beaucoup de pics, ils vont en récupérer vu que quand les années passent, tu peux à nouveau te mettre à transférer tes pics futurs. Pour l'instant, il y avait une limite jusqu'en c'est 7 ans, je crois. Donc quand tu es en 2023, tu peux aller jusqu'à 2030 pour l'envoi de tes pics. Bientôt, ils vont commencer à pouvoir transférer les 2030, 2031 et cetera. Ils vont recommencer à avoir un arsenal de pics, mais bon, au-delà de ça, comme asset, bon, si Austin Reeves est pas aussi bon qu'espéré, peut-être qu'ils pourront toujours le mettre dans un trade. Il y aura toujours des équipes intéressées, mais ça m'étonnerait. L'idée, c'est quand même qu'il devienne une star et derrière, je sais pas, Hachimura, il y a très peu d'assets, quoi.
Après, Pelinka s'est montré assez inventif ces dernières années, finalement. Enfin, là, ces derniers mois plutôt, après un début un peu poussif. On ne sait pas trop si c'est lui qui pilotait tout, mais là, il a quand même fait des moves intéressants. On l'a vu, hein, ça a permis aux Lakers de bien rebooster leur deuxième partie de saison et d'aller jusqu'en finale de conférence. Enfin, donc ça, je me fais pas trop de soucis. Ils trouveront sans doute le moyen. Là, on parle de toute façon d'un truc qui, à mon avis, ne va pas arriver immédiatement, mais c'est quand même intéressant de l'évoquer parce que on voit toujours les signaux avant-coureurs, les signes avant-coureurs de futurs moves. Et clairement, Trae Young, je veux dire, il a eu un début de carrière tonitruant avec Atlanta, mais ça s'est un peu tassé. Et c'est un joueur très clivant aussi, parce que c'est un des moins appréciés par ses pairs. On l'a vu dans les sondages, même ça l'a particulièrement agacé, mais c'est un fait. Donc oui, c'est à surveiller. Voilà, je vais ranger cette news-là dans le à surveiller. C'est une source sérieuse, donc c'est pas balancé comme ça. C'est qu'il y a vraiment, je pense, un intérêt à moyen terme, un intérêt commun entre les deux parties, je pense. Non, clairement. On va enchaîner avec autre chose. Chet Holmgren, enfin, c'est plutôt Paul George qui parle de Chet Holmgren. Paul George qui se prononce dans la course au rookie de l'année et lui, son favori, ça serait Chet Holmgren et il explique même pourquoi il voit plus Chet Holmgren que Victor Wembanyama, par exemple. Ouais. Alors si tu as la déclat sous les yeux, je ne l'ai pas. Je l'ai, exactement. je l'ai, c'est Merci intéressant Shai, parce que tu es la locomotive de ce situation. non, mais c'est intéressant parce qu'on a déjà parlé un peu de qui seraient les éventuels concurrents au rookie de l'année pour Victor. Je me souviens que tu avais même dit que c'est un peu comme s'il avait déjà le trophée à la maison et que c'était à lui de le perdre ou de le conserver, plus ou moins. Chet Holmgren, comme le dit Paul George, c'est un concurrent auquel on pense pas forcément parce qu'il n'est pas rookie officiel. Enfin, si, il l'est officiellement parce qu'il n'a pas joué de match en NBA, mais c'est pas Ouais. il a un an de vécu au sein d'une équipe, il s'est entraîné, voilà. Donc c'est un concurrent sérieux. Et ce que dit Paul George est intéressant. Donc dans le podcast, on lui demande qui verrait entre les deux. Donc c'est vraiment une comparaison entre les deux. Hein. Et d'ailleurs, il y a une rivalité entre les deux. Ils se sont déjà affrontés dans les équipes de jeunes, une finale France-États-Unis. C'est Tout à fait. leurs trajectoires vont être intéressantes à observer aussi de ce point de vue-là. Et donc Paul George, pour revenir à ce qu'il a dit, pour lui, la question, c'est qui jouera le plus. Et il dit, je vais choisir Chet. Je pense qu'il va énormément jouer. OK, ici sera une équipe qui gagne et qui est agréable à regarder jouer. Ça, c'est une évidence, je pense. Il joue des deux côtés du terrain, il fait des contres, et il est un peu plus avancé, à mon avis, que Wemby. Alors ça c'est une partie intéressante. Il faudra voir si c'est le cas. Wemby va avoir une petite courbe d'apprentissage. Je sais que Chet n'a pas beaucoup joué à cause de sa blessure pendant son année rookie, mais être dans la ligue, voir le jeu de près pendant un an lui donnera une avance. Je pense que Chet Holmgren va être le rookie de l'année. Ça se défend. Ça se défend se défend. totalement comme argument. Moi, j'ai beau croire énormément au Casey et je suis très optimiste pour Chet Holmgren. Je pense que c'est la situation parfaite pour lui parce qu'il aura moins de pression que d'autres. Il n'aura pas apporté l'équipe. Il y a déjà chez Gilgeous-Alexander, il y a d'autres joueurs établis. Je pense par contre qu'au niveau statistique, même s'il va faire sans doute beaucoup de contres, je ne suis pas sûr qu'il soit à la hauteur d'autres rookies de la QV, en fait. Et je dis ça en me disant peut-être que ce sera lui le meilleur joueur de cette classe de draft, enfin de cette sur les deux classes de draft là qui viennent de se dérouler. C'est très possible qu'il devienne le joueur le plus, enfin celui qui joue dans la meilleure équipe, peut-être tout ça. Mais pour s'en tenir au titre de rookie de l'année, je pense que Victor Wembanyama notamment part avec une longueur d'avance parce que logiquement il aura un plus gros temps de jeu, il aura plus de responsabilités en attaque logiquement. Et voilà, c'est intéressant ce que dit Paul George, mais moi je ne suis pas de son avis. Ouais, je partage. Du coup, bon, on va nous accuser d'être tout le temps d'accord, mais je suis d'accord avec toi et je ne suis pas d'accord avec Paul George. Alors pour les stats, par contre, Walker Kessler a fini très haut dans la course au rookie de l'année, même en ayant des petites stats. Parce que je sais pas, il y a eu un espèce d'engouement énorme autour de son impact, hein, ce qui l'a mené jusqu'à tuer Messa. Et à juste titre, c'est un très bon joueur. À juste titre, je dis pas que son impact a été surestimé, mais tu vois, il y a eu une espèce de vibe où on a voulu mettre vachement en avant son impact. Et du coup, effectivement, à juste titre. Du coup, je sais, mais par contre, je suis quand même d'avis qu'effectivement, les stats vont. Enfin, il y a quand même avant Chet Holmgren, il y a Shai Gilgeous-Alexander, il a beaucoup le ballon. Josh Giddey, c'est très proche du niveau All-Star, je pense, cette année. Ça sera très, très proche du niveau All-Star. Jalen Williams, c'est quand même un scoreur. Donc, je suis pas sûr que Jalen Williams devienne un meilleur joueur que Chet Holmgren. Mais par contre, c'est un scoreur et il va avoir la balle. Du coup, il faut voir qu'est-ce qui va lui rester en attaque. Je suis pas convaincu par le Holmgren va plus jouer. Ça, je suis pas sûr du tout. Je pense qu'Holmgren, il y aura quand même une. Il s'est blessé cet été.
si je dis pas de bêtises, à un moment où... Non, c'était l'année dernière. Là, Non, oui, non, il est en état mais de je jouer. Il parle a pas même de la joué grosse en. blessure. Oui, mais justement, en Je, Summer League, il s'est je me blessé souviens en un peu. Summer. Non, je crois qu'ils Non, ok. l'ont. Oh, bon, je dis Il me une semble qu'ils bêtise. l'ont juste mis Ok, au frais, je dis quoi. une bêtise, oubliez-moi. Le manque de rigueur est palpable. Mais bref, Chet Holmgren, je suis pas persuadé qu'il va. En fait, j'aurais même pas dû dire ça parce que ça change pas ma théorie. En fait, je suis pas Mhm. convaincu qu'il va jouer tous les matchs, Ouais. les back-to-back, etc. Et les gens qui, à juste titre, mettent en avant le risque de blessure de Victor Wembanyama, le risque, en fait, il est le même pour Chet Holmgren. C'est quand même Mhm. deux corps rapprochés. Holmgren est plus petit, mais ça reste deux joueurs très longilignes qui vont découvrir une NBA très athlétique. Je ne sais pas ce que ça va donner Holmgren à ce niveau-là non plus. Après, par contre, là où je rejoins Paul George, c'est effectivement, même si tu fais une saison blanche, tu as quand même. Tu étais avec des coachs NBA, des médecins NBA, dans un staff NBA, tu vois de l'intérieur des matchs NBA. C'est évidemment, ça te donne tactiquement un temps d'avance. Ça je veux bien le croire. Et peut-être qu'il démarrera peut-être un peu plus fort que Wembanyama, mais même pas dans les stats, juste dans l'impact. Mais je pense que Wembanyama et Scoot Anderson, si Lillard part, auront tellement de responsabilités, de hype, de marketing autour d'eux que il me semble incontournable les deux pour le coup. C'est un trophée statistique de toute façon quand même beaucoup. Exactement. Et moi pour le coup je crois beaucoup en Chet Holmgren, mais OKC a été plutôt performant sans lui pour l'instant et il est un peu la pièce manquante, mais il n'a pas la même pression. Il sera pas obligé de Ouais. scorer autant, même peut-être de jouer autant. Donc je pense que ça va être un joueur. J'espère pour lui, je l'espère et je le pense que ce sera un joueur énorme et très important dans la ligue, mais je le vois pas gagner le titre de rookie de l'année. Voilà. Ouais, non, moi non plus. Moi non plus. Mais par contre, comme tu l'as dit, ça risque d'être très vite un facteur très Mm. intéressant pour Ekessi, qui sera de toute façon vraiment une équipe à suivre l'an prochain. Il peut Ça être, s'annonce il peut être passionnant. juste pour finir sur lui, je pense qu'il peut être, tu sais, un peu ce qu'a fait Evan Mobley, un début de carrière où il est déjà dans les meilleurs défenseurs de la ligue en fait, où il peut déjà, Ouais. où il est déjà évoqué comme tel, même s'il finit pas forcément dans un des meilleurs 5 mais tu vois, son nom va déjà commencer à être rapidement. Enfin, c'est un super protecteur de cercle, il a une super intuition, il a plein de qualités, mais voilà, je pense qu'il sera peut-être, justement, peut-être comme Walker Kessler, ça peut être un numéro 3 ou numéro 4 au classement à la fin. Ouais. Voilà, Tout en étant potentiellement un joueur encore plus fort que Walker Kessler, d'ailleurs, au absolument. passage. On va quand même parler du match de l'équipe de France. Il y avait France-Liban hier, victoire Ouais. de l'équipe de France 82-55. Enfin, une équipe de France qui déroule, qui se fait plaisir. Alors, on sait que ça compte plus, mais ça fait du bien de revoir un peu une équipe de France qui est capable de pratiquer son basket et de maîtriser son sujet. Ouais, alors, non, Ouais, mais faut faire si. exclusion à part du premier quart. Voilà, j'allais dire le début de match 12-9, le premier carton finit à 12-9 pour l'Iran. C'était une purge, hein, clairement, c'était compliqué. Et après, effectivement, ils se sont refait la cerise. C'était plus agréable à voir jouer. On a vu des choses un peu plus logiques compte tenu de la différence de niveau entre les deux équipes. On a vu un bon Nando de Colo. On a revu Eli Okobo remettre des points. Isaiah Cordigny a été intéressant, je pense. Notamment, c'est Théo qui soulignait ça devant le match quand on en discutait. La relation technique de Colo Cordigny, par exemple, c'était intéressant. On a vu des choses. Même Mustapha Fall a apporté. Enfin, voilà, il y a eu des choses intéressantes. Mais c'est super dur de se détacher du contexte et de se dire, tu vois, ça aurait été un match de poule, on serait dit, il y a des trucs intéressants sur lesquels on peut peut-être travailler pour la suite. Alors là, ça peut être des choses intéressantes sur lesquelles travailler pour la suite, mais malheureusement, la suite, c'est pas de l'immédiat et c'est pas la compétition en cours. Donc, c'est forcément mieux que d'avoir perdu ou d'avoir eu encore un match serré comme contre le Liban où tu es dans le doute et où ça remet de la tension. Mais voilà, je pense qu'il faut pas en faire trop. Il faut se dire, pour leur morale, c'est bien, mais il n'y a pas énormément de choses à en tirer, je pense. Oui, je suis d'accord. Faut pas tirer de conclusion de ces matchs-là. Par contre, en fait, la seule conclusion, je pense, et c'est peut-être le seul point important, c'est que si tu gagnes un match comme ça, c'est que t'as pas complètement abandonné. Ouais. Et au sein de ton groupe, en fait, tu vas pouvoir te quitter une fois que tu vois que tout le monde rentre chez soi. Bah, il y aura toujours l'immense déception, mais ça n'aura pas été aller jusqu'à un clash total. Tu vois, je veux dire, on n'a pas un vestiaire qui a implosé. Un vestiaire qui implose, derrière, ça joue plus, quoi. Mmh. C'est complètement mort. Là, bon, on sent que voilà, il y a un peu
la déception va rester longtemps, mais on respire, quoi. C'est peut-être la seule conclusion, moi, que je retiens de ce match-là. Il y en aura un autre contre la Côte d'Ivoire demain à 11h45, Ouais. avec, je pense, encore une victoire de l'équipe de France, du moins a priori. Oui, Même voilà, si c'est peut-être l'adversaire le plus fort de ceux qui ont été affrontés sur les matchs de classement. Bon, on verra. Ouais, probable. Mais voilà, au moins, il n'y a pas cette destruction du groupe auquel de toute façon on ne s'attendait pas, mais Non, ça fait voilà, quand même bon, plaisir à ce niveau-là. ça changera pas que, comme l'avait dit Boris Dio et comme l'ont dit les autres membres du staff, il y aura ce fameux bilan, cette analyse sur les raisons de l'échec et tout ça, et là il y aura peut-être les fameux discours qui font un peu mal, les discussions qui font un peu mal, mais bon là en tout cas sportivement oui, c'est pour l'image, c'est toujours mieux de finir comme ça, et on l'espère aussi contre la Côte d'Ivoire pareil, que avec des défaites encore plus embarrassantes. C'est sûr. Allez, on va finir par un petit mot sympathique pour le coup. Je trouve que c'est une news qui nous donne le sourire. En plus, c'est lié à l'équipe de France. Boris Dio reprend sa carrière, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Alors, il ne va pas rejouer avec l'équipe de France, mais il s'installe il va jouer chez lui, dans les Landes, à Biscarrosse, en division 3 départementale. De Boris Dio qui reprend pour le fun avec des potes à lui, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, des amis à lui qui ont joué à un bon niveau. En plus, il y a quelques pros dans le lot. Hein. J'ai pas la liste en tête, mais il y a Simon Darnozan notamment des joueurs comme ça qui sont soit originaires de la région, soit qui ont joué un moment autour de Pau. Il y a l'ancien coach de Pau aussi qui va s'occuper du groupe, qui les avait eus en sélection régionale, je crois, quand ils étaient dans les Landes. Paco Lolé, voilà. Et ouais, c'est marrant, c'est sympa. C'est le côté. Objectif, la Coupe des Landes. Ouais, c'est ça. C'est disputer la Coupe des Landes qui, dans le microcosme du basket français, est quand même réputé pour être localement un petit événement à chaque fois avec des ambiances assez dingues, une sorte de fierté locale dont plein d'autres joueurs ont déjà parlé avant. Et c'est vraiment son objectif. C'est Sud-Ouest qui a sorti l'info parce que Boris a donné une interview dedans. Et il disait que c'était un peu. Il appelle ça la Coupe du Monde des Landes. Tu vois. Ouais, les finales se jouent dans les arènes. Voilà. De toute façon, c'est une terre très festive. Hein. C'est ça. Et une terre de basket, voilà. Exactement, où le basket est très, très importante. Il y a plusieurs joueurs qui sortent des Landes. C'est un championnat, le championnat des Landes régional à un bon niveau, par exemple. Il faut le savoir, c'est quand même une des régions où le niveau est un peu plus élevé que dans d'autres régions. On n'a pas le même niveau de basket partout en France. Je pense que voilà, en Alsace, dans le Nord, dans les Landes, c'est quand même plus relevé, évidemment en région parisienne. C'est plus relevé que d'autres régions que je ne citerai pas. Il y a d'autres régions fortes d'ailleurs. Il y a d'ailleurs d'autres régions fortes que je n'ai pas nommées. Si Antoine Pimel a offensé votre région, vous pouvez nous contacter. Non, il y a évidemment d'autres régions fortes et il y en a qui sont. Voilà, on sait que le niveau c'est pas la même partout. Donc, voilà. Et les Landes, pour le coup, c'est une vraie terre de basket et je pense que ça va faire tout drôle à certains mecs d'aller à des matchs de Détroit contre Boris Dio. Mais je pense que c'est une super expérience. Je trouve ça sympa et marrant. Je suis fan de basket, ça me plairait, moi. Moi, c'est beau, j'aime bien voir les anciens pros continuer à jouer dans des divisions inférieures. Là, c'est clairement pour l'amour du truc parce que on sait que Boris, ses projets d'après-carrière, moi, je ne m'attendais pas forcément à le voir devenir GM des Bleus aussi rapidement, en sachant qu'il avait des aspirations de globe-trotter, de prendre son bateau et de faire le tour du monde. Ça ne l'empêche pas de le faire, hein, mais là, le voir se remettre à jouer, même si je ne pense pas qu'il aura besoin lui et ses potes n'auront pas besoin de faire 5 entraînements par semaine. Je ne suis pas sûr qu'ils vont s'entraîner beaucoup. Voilà. je pense qu'il y aura les matchs et des gros gueuletons après pour fêter les victoires, je l'espère pour eux. Mais en tout cas, moi j'aime toujours voir ces anciens joueurs se remettre dans les divisions inférieures. Il y a eu Flo Pietrus qui a fait ça un peu aussi. Voilà, c'est vrai que ça doit être marrant. T'imagines, t'es un joueur de départ et puis tu apprends que tu joues contre Boris Dio et 9 mecs qui ont joué à un niveau largement supérieur. C'est quand même ça sympa. peut être un super article d'ailleurs. Je ne sais pas si parmi vous qui nous regardez, il y a des journalistes locaux, des pigistes, des aspirants journalistes. Si vous voulez aller voir à jouer Biscarrosse, ça peut être un article très intéressant et très sympa à faire. Pas forcément pour nous, hein. D'ailleurs, je vous invite à le vendre à quiconque. Je pense que ça pourra plaire. Donc, n'hésitez pas à aller checker un des matchs de Biscarrosse cette saison en Détroit.
Ça peut être un sujet qui peut intéresser la presse. Voilà. C'est mon conseil pour les journalistes qui nous regardent ou ceux qui rêvent de devenir journalistes. Et on va écouter, on va se laisser là-dessus, sur ces belles paroles et sur ce sujet sympathique. Bonne journée à tous. Nous, on se retrouvera lundi pour un CQFR du week-end, donc un gros CQFR a priori. Et aussi, on débriefera notamment le match de l'équipe de France de samedi. Et lundi, il y aura un podcast avec Théo. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à rester sur la chaîne, en tout cas à revenir sur la chaîne de temps en temps, voir les autres vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée à tous. Yes, bonne journée, bon week-end. Ciao.